Salut Pierrick. Salut Foued. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc et qui Bonjour à donc tous. veut donner la parole aux gens et laisser toutes les opinions s'exprimer sans haine, si possible. Maintenant, si la haine doit vraiment s'exprimer, on va essayer de faire en sorte qu'elle s'exprime dans le cadre de la loi. Donc, on évite les diffamations, les appels à la violence et ce genre de Les calomnies. choses. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu es un Louviérois de souche, Pierrick, né à la Louvière. Oui, à l'hôpital du Tivoli. Ok. Donc, né en quelle année? En 1980, le 18 mars, premier jour du confinement. Ah ouais? Ouais. Donc, tu as pu fêter ton anniversaire Ben, pas vraiment, mes 40 ans, c'était tout seul à la maison. Super. Ouais. Beau cadeau. Ouais. Et donc, tu as grandi à la Louvière même ou J'ai grandi à Anne-Saint-Pierre, donc c'est dans une entité de la Louvière, on va dire. Il y a Anne-Saint-Paul, Anne-Saint-Pierre, et je suis un Pierrot, quoi. Ok. Et tu as été à l'école? À l'école de Beaume en primaire et ensuite à l'Athénée provincial. Tu étais un bon élève? Ouais, je questionnais malgré que je questionnais beaucoup, déjà très jeune, je suis un peu né pour tout questionner, comme on dit. Et l'Athénée, pour moi, c'était assez anxiogène parce que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup. Et on avait beaucoup d'activités extrascolaires, donc j'ai développé peut-être ce qu'on appelle une anxiété. Et quand j'ai pu aller dans une école musicale, donc à mes 18 ans, au Jazz Studio d'Anvers, je me suis un peu libéré de tout ça, tu vois. Ouais. Et mes plus belles années, c'était quand même à partir de 18 ans, quand j'étais au Jazz Studio. Sinon, l'Athénée, j'adorais aller le midi manger au 11e étage du Tivoli. Et donc, toi, tu es musicien avant tout, quoi. Ouais. Et batteur, plus précisément. Et ingé son, accessoirement. Et j'aime bien la production aussi. Tu as commencé la batterie à quel âge? En fait, avant la batterie, même j'ai fait du violon, un peu forcé par papa et maman, dès l'âge de 3 ans. Éveil musical, premier violon à 4-5 ans entre les mains. J'étais au conservatoire de la Louvière, en fait. Et j'ai fait tout le cursus classique, on va dire. Et ensuite, crise d'adolescence étant, j'ai voulu faire de la batterie. Donc j'ai commencé la percussion à l'académie. Et puis j'ai commencé mon premier groupe avec les jeunes du quartier Anne-Saint-Pierre. Quand j'ai pu aller à la cité d'Anne-Saint-Pierre, j'ai rencontré mes premiers compagnons de musique, je vais dire, et qui sont devenus même mes amis, quoi. T'avais quel âge? Au début, je dirais 14-15 ans. On faisait des reprises, Nirvana, Oasis, Rage Against the Machine, des trucs comme ça. Et ensuite, on a fait nos premières compos originales. Ça a commencé à 16 ans, mais on faisait du hardcore, un style très violent, extrême, du métal. Et on a remporté les fêtes de la jeunesse, on a fait plein de petits trucs ici à la Louvière, on a fait des concerts dans toute la Wallonie, même plus la Wallonie, la mini-tournée des Grands-Ducs wallonnes, je vais dire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai été au Jazz Studio, j'ai été dans l'autre extrême, le jazz, quoi. Donc voilà. Et c'était quoi le nom de votre groupe? Le premier groupe, c'était Reality, et il y avait Faida Point aussi dans le même crew, et on s'est baptisé le HSP Crew, Anne Saint-Pierre. Et on rigolait, on disait « Haine sans pitié !» Ou le bulldozer dancing style, parce que dans le hardcore, il y a des pogos et tout ça, il y a une certaine violence positive, je dirais, dans le public. Et on jouait avec les mots, quoi. On était assez bon enfant, on faisait ça pour C'était un défouloir même physique, je dirais, le hardcore, c'est ça, quoi.
parce qu'on est un peu dans l'adolescence, crise d'adolescence, on conteste et on le traduit dans la musique, quoi. Ok. Et ensuite, donc, tu dis que tu es parti À Anvers, au Jazz au Studio. Jazz Studio. Ça, c'est après tes études secondaires, c'est ça? Ouais, j'étais en option scientifique et j'ai eu un examen en chimie au grand désespoir de mon père qui est chimiste. Et je l'ai réussi tout juste et je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre un graduat communication ou faire des études un peu comme tout le monde, mais il y a qu'un truc qui m'animait, c'était la musique. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ça et qui m'ont permis d'essayer de vivre mon rêve, quoi. Donc j'ai essayé de perfectionner mes connaissances musicales, apprendre le jazz de zéro, parce que 3 mois avant de rentrer au Jazz Studio, je n'avais jamais vraiment travaillé le jazz sur mon instrument. J'avais aucune connaissance de l'histoire du jazz ou des grands noms et des sidemen qui ont fait quand je dis sidemen, c'est les musiciens qu'il y a dans les combos jazz. Je connaissais rien en fait. Donc j'ai dû en 3 mois en assimiler beaucoup de tous ces grands noms du jazz, essayer de jouer, d'avoir un début de swing à la batterie, on parle en termes de swing. J'avais un prof privé aussi, je dois parler de ça. Donc à l'académie, c'est une éducation très classique. Et j'ai eu la chance de voir Fabrice Ozarzac, qui m'a tout appris. Je lui dois ma frappe, d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil s'il me voit. Je lui dois beaucoup. Et lui, il m'a éduqué la musique, mais multistyle, je vais dire. Le funk, la soul, tous les rudiments nécessaires quand on apprend la batterie, le rythme. D'ailleurs, j'ai pris un objet, c'est le métronome qui est devenu mon meilleur ami et mon ennemi du départ, parce que c'est très dur de jouer avec un métronome. Et donc j'ai continué à voir Fabrice, je pense, la première année de Jazz Studio. Mais comme au Jazz Studio, j'avais 2 profs de batterie, à un moment, je me suis contenté du Jazz Studio, quoi. Et après, en autodidacte. Le Jazz Studio, c'était à Anvers, c'est ça? Ouais, à côté de Marnixplatz, Geuzenstraat, pas loin de la Kroonplatz, le centre névralgique d'Anvers, où il y a 2 clubs, le Hopper et le Muse, qui sont un peu la mecque du jazz, je vais dire, dans les clubs jazz, du moins pour Anvers. À Bruxelles, il y en a d'autres. Et moi, ça m'a grandi, vraiment des rencontres incroyables, des grands musiciens, des gens, il y en a beaucoup qui ont réussi et qui ont joué dans des groupes connus d'ailleurs, dans Hooverphonic notamment. Des grands musiciens de jazz. Il y a une chanteuse que j'affectionne beaucoup en ce moment, c'est Naima Joris, la fille de Chris Joris, le grand percussionniste qui était prof là-bas. Enfin, on était dans cette promotion-là, il y avait il y a Colin aussi, De Bruyne, Camille, enfin plein de gens qui font des très chouettes choses en ce moment encore. Ensuite, tu es revenu par ici. J'étais à Bruxelles. Ensuite, j'ai essayé un graduat en communication, mais j'ai fait une année sabbatique pour apprendre les techniques du cinéma à l'Athénée d'Oderghem. C'était une année préparatoire pour l'INSES, que j'ai pas tenté l'examen d'entrée de l'INSES. Ensuite, j'ai mis un gros coup sur la musique, quoi, et je travaillais à la Fnac. Je travaillais dans l'Oreca aussi pour pouvoir faire de la musique pleinement. Et donc ça, c'était après le Jazz Studio. Et en 2004, j'ai fait la SAE, une école privée d'ingénieurs du son. Donc rue Gachard, près de la place Flaget. Et là, j'ai beaucoup de belles rencontres, des profs géniaux, des musiciens, des Français, des gens de partout en fait. Et donc tu construis un réseau petit à petit grâce au Jazz Studio, à Bruxelles. Parce que moi je viens de la Louvière, on dit souvent, c'est Senso, le chanteur Joshua, qui m'avait dit ça un jour. Si tu veux réussir dans la musique, il faut prendre la capitale. C'est comme un Français qui habite à Montpellier. Il y a un moment, il va devoir bouger à Paris pour essayer de se diffuser, se montrer et défendre son art, quoi. Donc j'étais obligé de rester sur Bruxelles à ce moment-là. Et ensuite, j'ai continué à turbiner dans des groupes comme un mercenaire, comme on dit dans la musique. Tu as joué quand même dans quelques groupes différents. Ouais.
Quel est le premier groupe, on va dire, avec lequel tu as eu un long passage, quoi? C'est dur dans l'ordre, mais il y a eu... Enfin, le hardcore, on a quand même fait un bon bout de chemin quand j'étais tout jeune. Ensuite, il y a eu Diplomate aussi, Lego Party, Driving Dead Girl, c'est un groupe que je retiens parce que c'est grâce à eux que j'ai fait une rencontre. Et j'ai trop kiffé jouer avec eux. C'était du rock à l'ancienne, du rock garage, et des gens très simples. Il n'y a jamais eu de conflit. C'était toujours une humeur bon enfant. Et tourner avec eux, c'était un pur bonheur. Je crois que j'ai rigolé pour 10 ans de ma vie avec eux. C'est vraiment l'esprit rock'n'roll. Et un jour, donc, je devais faire une démo pour eux. Je me suis retrouvé dans un studio à Wezenbeek-Oppem, le studio de Stéphane De Bruyne, qui a fait entre autres Mirror Ball de la région aussi, qui a fait Sold Out, le groupe belge, c'est lui qui a fait tous les singles, pour ne citer que. Et il m'a repéré, enfin, il était, comme on dit, c'est son studio qu'on louait avec un autre ingé son. Il m'a vu, il m'a proposé, au bout des 3 jours de prise de son, de passer le voir dans son studio tout seul. Et j'ai rencontré Greg Avo, le gars de Joshua. Il m'a proposé de rejoindre l'équipe de Joshua. Et là, c'était c'était nouveau pour moi, un peu le music business, le vrai, quoi. Ok, donc avec Driving Dead Girl, vous avez sorti deux EP, c'est ça? Ils avaient déjà sorti un album, je pense, et un EP. Moi, j'ai fait juste un EP et 2 titres en plus. J'ai remplacé un ami de Bruxelles, J.F. Herman. Et donc, j'ai continué Drive Dead Girl en même temps que Joshua, mais à un moment, je pouvais plus faire les deux. Et tu as rejoint donc Joshua en tant que musicien additionnel. Additif, qu'est-ce que je dis? Additionnel, donc on était une team, il y avait DJ Proceed, le grand nom du hip-hop là. Il y avait Camille ou Marie-Ange, pour ne citer qu'elle, comme choriste. Il y avait Vince Latouka, un bassiste de La Louvière aussi. Il y avait Jacob au Fender Rhodes. Et le duo Senso et Greg Avo, qui était Joshua à ce moment-là. Ça, c'était en 2006. Au bout d'1 an et demi, ils ont transformé le duo en band, en groupe, quoi. Et donc là, il y a eu un gros élément modificateur. Toi, donc, Attends, excuse-moi. Ouais. Quand tu rejoins Joshua, ils ont déjà sorti leur premier album. Okay. Auquel je n'ai pas participé, je me suis rajouté. Et on devait défendre cet album à ce moment-là. Je crois qu'il n'y avait pas de batterie réelle ou quelques morceaux où il y avait une réelle batterie. Donc j'ai dû m'adapter. Et en fait, toi, ils ont fait appel à toi pour avoir donc un batteur sur scène au départ, c'est ça? Voilà. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu fais la rencontre de Matt Bastard. En fait, au départ, on était le duo plus les musiciens additionnels pour défendre le projet en live. Et de fil en aiguille, on a travaillé même sur des nouvelles compos. Et un jour, donc Matt Bastard est arrivé en tant que hype man, c'est ce qu'on dit, je pense. Donc on va resituer. Donc Matt Bastard, c'est le leader de Skip the Youth. Et de Carving avant ça, un groupe punk assez connu. Et donc, on a sillonné, on a fait la tournée des Grands Ducs, on a défendu la Belgique au Printemps de Bourges, à Groningen. On a joué un petit peu en France, beaucoup en Belgique. On était sous le booking booking de Baby Boom et d'Ericsson qui est au Canada maintenant, et, de Liège. Donc on jouait beaucoup à Liège, un peu en Flandre, beaucoup en Wallonie, jusqu'au Luxembourg. On a fait des grosses premières parties. Just Jack à la baie. Enfin, j'ai beaucoup appris, vraiment. Et j'ai appris aussi à travailler avec ce monsieur. Et parce qu'on jouait avec des machines, des bandes sur ordi. Et donc, Matt Bastard est devenu un ami. À ce moment-là, Joshua, donc, c'est Greg Avo, Senso, Matt Bastard et toi. Et c'est à ce moment-là que donc, vous tournez ensemble. Et puis, sort le deuxième album.
Ouais, de Joshua. auquel on participe tous, mais je pense pas qu'il y a les voix de Matt. Enfin, s'il y a des voix de Matt, il y a les voix d'une chanteuse, Miss Rock, on l'appelait, Véro, qui chantait dans Starflame à un moment. Donc on a défendu ce deuxième album. En fait, ça a duré de 2006 à 2009, Joshua, pour moi, plus ou moins. C'est ça. Et concernant Mad Bastard, ça se situe avant le premier album de Skip the Use. Oui, ils n'étaient pas connus. Oui, ils changeaient de nom. Ils passaient de Carving vers Skip the Use. Et là aussi, petite anecdote, c'est Steph De Bruyne, le producteur de Joshua, qui a produit, donc mixé, masterisé avec une touche artistique, le morceau Ghost, très connu, qui a fait connaître Skip the Use, même sur les ondes belges. Ils ont percé grâce à ce morceau, donc qui a été mixé par Steph. Et Matt, il a quitté Joshua à un moment. Donc Joshua, c'est Stéphane De Bruyne qui a pris la guitare sur scène. On était toujours un groupe à 4. Et Steph a fait la guitare pour remplacer Matt. Et Matt a fait son bonhomme de chemin en France avec Skip the Use. Une anecdote, un souvenir marquant de cette période avec Joshua. Tour et Taxi, il y avait d'ailleurs Pablo Andrés, qui est humoriste aujourd'hui, qui jouait avant nous. Il y a eu Le Feu à Tour et Taxi. Ah oui, je me souviens. On n'était pas connus. On jouait sur une grosse scène. Il y avait 200 personnes pendant le soundcheck devant nous. Il y a eu le feu et de la pluie. Il y a eu un mouvement de foule et on s'est ramassé 2500 personnes dans le public. Et moi, c'était une première. Au festival Couleur Café. Ouais. Ça. Ouais. Et donc, Matt a foutu le feu, quoi. 2008, ça, c'était quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Matt est tout tatoué, il a un physique de dingue, il fait craquer toutes les meufs. Et donc, il a foutu le feu, Senso aussi. Je dis pas qu'il volait la vedette à Senso. Et là, je crois que c'est notre gros boom, en fait. On a eu des images de dingue, c'était du punk, presque. Enfin, c'est ce qui nous a fait décoller sur la scène. On a d'ailleurs gagné, on dit un octave ou une octave ? Un octave de la musique ? C'est à toi de savoir. Je ne sais plus. On a eu l'octave de la musique de la meilleure prestation live en Belgique, en grosse partie grâce à Matt. Enfin, moi, je me donne à fond. Je suis quelqu'un aussi de très... je viens du punk et du hardcore, donc je transpire sur mon instrument et je me donne à fond. Je suis très gestuel, je vais dire, très physique. Donc c'est peut-être grâce à ça qu'on a gagné cette octave. Et donc, comment ça se termine, Joshua ? Des petits conflits d'intérêts comme dans tous les groupes ou les couples, parce qu'un groupe de musique, pour moi, c'est comme une histoire d'amour avec plusieurs petites copines. On gère les tempéraments de tout le monde. Il y a un moment, il y a des conflits d'intérêts ou des... Enfin, ça évolue, comme dans toute histoire. Donc Matt était parti bien avant ça. Moi j'ai tenu 1 an et demi ensuite. Et puis ça s'est terminé pour moi. Mais j'ai gardé de très bons rapports, surtout avec Senso et Steph De Bruyne aussi. Un peu moins Greg Avo, mais bon, c'est la vie. Et qu'est-ce que j'allais dire ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai travaillé à la Louvière pour le festival 5 sur 5 de documentaires, donc plus dans la production de documentaires. Un peu touche à tout, j'étais plus pour aider les tournages, gérer le son, un peu, pas être le jury, mais le coach, je dirais, ou celui qui supervise un peu. Donc le festival 5 sur 5 ? C'est un festival de l'Espace Dragon, donc une ASBL, et qui promotionnait un peu pour la ville. En fait, ça a été international avant que j'y arrive, puis c'était européen. Ils cherchaient des réalisateurs de... Oui, c'était 5 réalisateurs qui venaient de pays européens, et toujours un belge ou wallon ou flamand, et 4 autres venant d'autres pays européens, quoi.
Et donc on devait concocter des équipes sortant, des étudiants qui sortent des écoles de cinéma, donc l'IAD, l'INRACI ou l'INSAS. Et parce que c'était du volontariat. Pour leur donner l'occasion de faire un chouette projet, quoi, documentaire, avec du bon matériel, durant 35 jours. Donc en gros, ils avaient un peu moins de 35 jours pour finaliser un documentaire. Et donc ils avaient la ville à leur disposition, les acteurs de la ville. Il y avait un thème. Il n'y a qu'une année où il n'y a pas eu de thème, je pense. Ah, c'était très chouette. Et moi, ça m'a fait découvrir le milieu du cinéma, documentaire. J'ai pu y mettre des productions musicales aussi, du sound design. J'ai rencontré Nicolas Derue, qui est devenu un bon ami, qui était un peu so-so là-dedans, et on a fait des chouettes trucs, quoi. Et après ça, j'ai bossé avec Raimi, un Louviérois, et son équipe de gens de Bruxelles et de Wallonie, donc Mendo, prof de danse pour Hip Hop International, donc un concours de danse hip-hop. Donc créer cet événement majeur qui fédère toutes les communautés linguistiques du pays autour de la danse hip-hop et tous les styles de danse, les b-boys, tout ça. On a fait un événement au Vaudeville, Galerie de la Reine, et au Casino Viager de Bruxelles 2 fois. Ouais, si je ne me trompe pas. Enfin, quand j'étais avec eux, ça m'a vraiment plu dans le milieu du hip-hop, que j'affectionne beaucoup plus aujourd'hui que le milieu du rock, par exemple. Et ensuite, j'ai repris du service dans la musique. Enfin, et pendant, j'étais... oui, ça, tu faisais... Donc, c'est ce que j'allais te demander. Donc, pendant que tu faisais ça, tu n'avais pas mis la musique de côté, tu continuais Non, je continuais, mais bon, il faut se diversifier. Et moi, je suis touche à tout. J'adore le cinéma et la danse hip-hop. Je suis heureux que Raimi soit venu me chercher pour participer à la coordination de cet événement, quoi. Et c'était une réussite. Franco Dragon avait parrainé 1 ou 2 volets au Casino Viager. Senso de Joshua avait été dans le jury aussi une année. Il y a eu Nawel, la comédienne belge qui cartonne en France. Il y a eu Jal, du Jamel Comedy. Donc celui qui fait Tubu Patesh de Portugal, l'hélicoptère. Ouais, je vois. Et donc lui, c'est une petite anecdote sur Jal, il est génial. Donc c'est Raimi et moi qui avions été le chercher à la gare de Bruxelles-Midi. On va sur le lieu, c'était au Vaudeville, la première fois où il est venu à 2 éditions. Et donc il avait dit, ouais les gars, j'aime bien m'imprégner de votre culture, la Belgique, tout ça. On s'était baladé dans les rues de Bruxelles. On était allé manger au Super Libanais à Grand Place. Et il posait des questions aux passants, aux commerçants, à tout le monde. En fait, on ne l'avait pas vu venir. Il devait faire juste du stand-up comédie, genre 10 minutes, 15 minutes d'intervention sur scène entre 2 battles de danse. Mais le mec, il s'est tellement pris au jeu, il est devenu le host, le présentateur du truc improvisé. Il n'a pas demandé plus d'argent. Déjà, il nous a fait un cadeau, question cachet. Et tout ce qu'il avait récolté de la pensée citoyenne bruxelloise, il en a construit des sketchs. J'ai jamais vu une performance de comédien comme ça. C'est du stand-up comédie proprement dit, d'une grande qualité. Il nous a fait un truc de fou. Et donc il a fait sa petite apparition de 10-15 minutes. Et puis il réapparaissait sur scène tout le temps entre les battles de danse. Et il est devenu le présentateur improvisé, quoi. Et il a fait rire autant la communauté flamande, qui était là aussi, qui comprenait le français, que les francophones, quoi. Ok. Et donc ça, c'est le festival hip-hop international auquel... Belgium, auquel tu as participé pendant... 3 éditions. 3 éditions. Ouais. Ok. Pendant ce temps-là, tu as joué encore avec Recorders, c'est ça, ou bien c'était après Recorders? Recorders, c'était en 2013, un peu après et pendant. Il y a eu quoi? Des remplacements dans quelques groupes. Les Bikinians.
Je jouais aussi avec mon ami d'enfance Ricardo, du métal, comme avant. On avait appelé notre projet Sévère Correction. C'était bien marrant. Et mon dentiste, David Mailleux, le chanteur. Et après ça, en gros, pendant le 5 sur 5, ouais, ça c'est un truc... ça a été un cadeau pour moi. Matt Bastard m'a téléphoné un matin à 5h30 du mat'. C'était la clôture du dernier 5 sur 5 que j'ai fait, donc c'était tous les mois de septembre. Je me réveille, j'étais cassé de 35 jours de boulot non-stop. Il faut 10 jours de récup, après ça je bois un peu d'eau. Il se fait passer pour un commissaire de la Louvière avec l'accent de la Louvière. Donc il faut rappeler que Matt Bastard, c'est un ch'ti du Nord. Et j'avais pas reconnu sa voix tout de suite. Et après, je fais, mais qu'est-ce que c'est de ça Et après, je fais, Matt Bastard. Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines Et je dis, bah rien. Enfin, si j'avais des concerts avec Recorders, je sais plus si j'ai dû en annuler un ou il était tombé à l'eau. Et il me dit, bah, t'as pas envie de venir à Los Angeles ? Moi, je dis oui tout de suite, quoi. Et il était évasif, hein, il disait pas vraiment le pourquoi il nous appelait, avec un de ses autres potes d'enfance, un ingé son, Olive, un autre ch'ti. Et on se retrouve à Los Angeles 14 jours au studio 4th Street Recording Studio, où ils ont fait notamment Spinal Tap, Muse, le célèbre groupe répétait 2 semaines avant nous. Ils ont fait No Doubt, Incubus, pour ne citer que, Fiona Apple, pour les gens qui connaissent. Et on s'est retrouvés 14 jours dans ce studio mythique à Santa Monica, à produire un maximum de morceaux pour Universal Polydor France, pour lui et pour d'autres artistes australiens, des DJ et tout ça, quoi. Et il nous l'avait pas dit, mais il était en train de créer son projet solo, sous son propre nom, Matt Bastard. Ok. On a fait des trucs pour Skip the Use aussi, quoi. Et ensuite, je reviens en Belgique avec des paillettes dans les yeux. Et on a réitéré ça plusieurs fois, 1 mois et demi à chaque fois, retourner à Los Angeles dans d'autres studios pour travailler sur un film aussi, Zombilenium, un film d'animation sur les zombies pour les enfants. Et sur l'album d'Amandine Bourgeois aussi, qui avait fait la Nouvelle Star. Et La Star Academy, Amandine Bourgeois. C'est la Nouvelle Star. Je pense que c'est la Nouvelle Star. Ok. On a fait son album Omnia, très chouette, entre Bruxelles et Los Angeles. Enfin, à Los Angeles, on a un peu triché, on a avancé le travail, mais le plus gros du travail, on l'a fait à Bruxelles, à l'ICP. Et c'était très, très chouette. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens du music business parisien, Bertrand Lamblot, le gars de Vincent Choy, qui est de chez Bicose en France. On a fait des télés, Taratata, le quotidien Liane Barthez, Solidays, Afropunk Festival. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? L'Aéronef, festival de punk. Là, c'était avec Carving. Ah ouais, j'ai joué dans Carving aussi, du coup, avec Matt. Et on est retourné à Los Angeles pour son projet solo et pour d'autres artistes aussi, plusieurs fois. Et puis ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté. Il a refait Skip the Use avec ses anciens collègues. Et j'ai un peu galéré. Ça, c'était en 2018. Ça s'est arrêté en 2017-2018. J'ai rebossé dans des groupes en Belgique, en fait. Mais t'étais retourné à Los Angeles pour tourner un clip. Ouais, aussi. Ouais. J'ai fait des très belles rencontres, donc je lui fais un petit coucou à Salim et Jordan et Ben de Couscous TV, anciennement appelé Couscous Saumon. C'est une boîte de prod audiovisuelle à Los Angeles. Et un jour, Salim me dit « Ouais, j'ai montré une des vidéos, il était venu en Belgique, Salim. On était allé à Amsterdam en week-end et je lui avais fait visiter Bruxelles et la culture belge. Il voulait goûter les carbonates flamandes, les chicons au gratin et tout ça. Et c'est un pote à Nekfeu, l'artiste français, là, le rappeur.
On avait été voir en VIP Nekfeu, puis on était parti à Amsterdam. Il m'avait shooté dans un skatepark près du recycleur à Bruxelles. Et donc, de retour à Los Angeles, donc il monte sa boîte. Et il y a Pavel Brenner, donc, qui a fait les clips de Lorne, des millions de vues, qui est un grand nom de la réal. Il a vu ces images que Salim avait tournées de moi entre Bruxelles et Amsterdam. Il a dit « Je veux ce gars dans le clip pour Brodinski ». Donc Salim me sonne, il me dit « On va se revoir bientôt. T'es là dans 3 semaines ». Donc ça s'est fait en 3 semaines. Je me suis retrouvé à Los Angeles à être comédien, en fait, pour un clip de musique. Donc Brodinski, le titre c'est « Split ». Et sous la direction de Pavel, il y avait Pierre Pell aussi, une belle rencontre, un Parisien qui a travaillé pour Michel Gondry dans le production design. Une belle équipe de jeunes dynamiques, incroyable. Une belle expérience. Ouais. Un clip très réussi d'ailleurs. Je trouve aussi. Et ensuite, donc ça nous amène presque à aujourd'hui, ça. Ouais. Et tu fais quoi aujourd'hui dans la musique ? Aujourd'hui, je suis retourné à mon rôle de mercenaire, donc de la musique. Ça veut dire que quand on est musicien, il n'y a plus vraiment de groupe dans la musique aujourd'hui, comme dans les années 90. Dans les années 90, les grands groupes, on ne pouvait pas remplacer un musicien. Donc aujourd'hui, on est tous des mercenaires musiciens à chercher des projets ou à être engagés dans un projet ou l'autre. Et tu joues avec qui ? Depuis, j'ai juste fait tripod, des remplacements, du travail en studio. Tripod, c'est avec Alexandre Karovis au chant, on a joué au Ronquière, on a développé son projet avec ses comparses. Très chouette équipe. Mais on n'a pas fait beaucoup de live, on a défendu les morceaux qu'il avait déjà composés, j'ai produit en studio avec eux. Et ensuite, il ne s'est plus passé grand-chose. Il y a eu le Covid, tout ça. Et là, maintenant... J'ai joué avec Black Mirrors aussi. Ah ouais. Et là, maintenant, je suis plus dans la production. Je fais des beats, du sound design. Et tu participes au projet de Rory aussi. Ouais, ça c'est tout frais depuis le Covid. Enfin, on va développer, quoi. On a une date fin février au BOTA de développement. On a fait une télévision au mois de décembre. Et pour situer, Rory, c'était la chanteuse de Beffroi, un groupe qui a bien tourné sur les radios. C'était un duo magique. Moi, je la connaissais pas à l'époque. Et c'est Adri, mon pote, qui est venu. Ouais, ça, c'est dur. Adri, il était au Jazz Studio avec moi. Et je l'ai emmené pour le dernier mois de production avec Matt Bastard avec nous à Los Angeles. On ne s'est pas quittés depuis les années de Jazz Studio. On a joué dans Bikinians aussi ensemble, dans Romano Nervoso. Et il m'a appelé parce que c'est l'amoureux de Rory. Et il produit Rory, c'est lui qui fait les compos. Et donc il m'a appelé pour rejoindre l'équipe, quoi. Donc voilà. Ok, donc un projet prometteur. L'avenir nous le dira. Ouais. Alors si tu avais un conseil à donner aux jeunes musiciens? Aux jeunes musiciens ou artistes en général, le réseautage. Favoriser les rencontres, aller vers ce qu'il y a de plus difficile et pas faire constamment ce qu'on sait déjà faire pour évoluer, être perfectible et rencontrer un max de gens dans différents milieux. Parce que moi, je viens du métal, j'étais dans les opposés, comme j'ai dit tout à l'heure, le jazz. En venant du métal, c'est un peu bizarre. Puis tout ce qu'il y a au milieu, j'ai essayé aussi, la world music, la fusion entre différents styles, le rock, le hip-hop. Joshua, ils avaient baptisé ça de la street pop. C'est ça en fait, c'est créer un max... Se faire un gros réseau, se faire remarquer au bon moment, au bon endroit. Comme moi personnellement, c'était Stéphane De Bruyne qui me voit quand j'étais avec Driving Dead Girl. Matt, qui a bossé avec moi,
qui se dit je le veux comme batteur, pouf, Los Angeles, des fois, il ne faut pas forcer les choses. En fait, les choses se font naturellement parce qu'on était au bon endroit au bon moment, la bonne rencontre. On arrive à défendre ses qualités ou à faire passer ses défauts pour des qualités aussi. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Et de violer les règles aussi. Ok. Parce que moi, je viens de l'académique, le classique. J'ai dû apprendre à aller à l'encontre des règles musicales. Le hip-hop, c'est un peu ça aussi, quoi. Et le jazz, l'histoire du jazz nous l'a montré aussi entre la période swing et la période bebop. Donc le style Dixieland, swing, Count Basie, Duke Ellington, tout ça. Puis quand il y a Charlie Parker ou Miles Davis qui ont commencé à aller un peu trop loin dans l'harmonie, ils étaient mal vus des puristes, ils violaient les règles du départ, quoi. Mais après, on a officialisé les violations de règles comme étant une théorie acceptée de tous, quoi. Je crois que c'est universel, il faut enfreindre les règles dans tout ce qu'on fait pour dépasser des perspectives, pour créer des nouveaux courants, etc., quoi. Ok, bon, on va revenir un petit peu sur la Louvière. Mm-hmm. On a fait un petit peu le tour de la musique, je crois. Et toi qui es Louviérois de souche, je veux dire, qui est né en 80, c'est ça? Mm-hmm. Donc tu as connu quand même la Louvière depuis quelques décennies. Quel regard tu portes sur l'évolution de cette ville, justement? Je suis un peu triste. Parce que mon adolescence, c'était, on va dire, de mes 12, 13 ans, donc 92, 93. Il y avait beaucoup d'animations à la Louvière. Il y avait tous ces bars, ces cafetiers. Il y avait beaucoup d'initiatives citoyennes. Les bars, pour ne citer que, il y avait Rive Gauche, Rive Droite, Folon, Bar à Bar, Quartz pour les clubbers. Ensuite, après ça, il y a eu la Taverne du Théâtre, Café des Arts, le Balthazar, que j'ai adoré vraiment parce que ils avaient un lieu magique, un lieu d'expression, 2 lieux. Donc c'était sur un coin de la place Maugrétou et à la ferme Sarlongchamp, c'est ça? Mm-hmm. Devant le parking du stade de foot. C'était un endroit magnifique, 2 salles. Ils ont même fait venir du stand-up comédie. Je me souviens de Fraise. Monsieur Fraise, oui, j'ai vu Monsieur Fraise là-bas. C'était génial. Du jazz, beaucoup de jazz, du rock, de tout, des DJ, une déco incroyable. Et c'était l'initiative d'associer un prof d'art, un cafetier. Que tu peux citer. Hein. Joe Sicilia et Anthony Takal, mais il y avait un troisième, c'était, je sais plus. Ils étaient 2, je pense, ou ils étaient que 2. Et donc, eux, j'ai l'impression, je vais pas parler à leur place, je me trompe peut-être, je pense qu'on leur a mis des bâtons dans les roues, peut-être pour nuisance sonore, ou parce qu'ils faisaient le job d'autres personnes qui sont censées faire ce job avec l'argent public, je sais pas. Mais je trouve que c'est déplorable actuellement, il n'y a plus d'animation dans la ville. J'ai l'impression que c'est plus dur de finaliser une initiative citoyenne en termes d'animation dans la ville. On est soit récupéré, soit approprié par le communal, soit ostracisé quand on dérange, quoi. Il y a le festival des voitures vintage, le vintage rock là, de Laurent Caille aussi, Africa Louvre, il y a plein d'initiatives, quoi. Le Center Rock avait fait le Power Festival avec des artistes internationaux pour tous les goûts. C'était vraiment super ce qu'ils faisaient. Et le pouvoir en place, les institutions culturelles en place qui ont ce monopole aujourd'hui, on peut le dire, je pense. Je ne sais pas pourquoi c'est les institutions communales louviéroises, les institutions culturelles appartenant au pouvoir, qui ont le monopole de cette gestion et qui ne répondent plus à nos aspirations, nous, les citoyens de la ville, quoi, des différentes communautés. Après, moi, ça me dépasse un petit peu, tout ça. Qu'est-ce qui empêche, en fait, aujourd'hui, à la Louvière, aux gens
de développer donc, ce que tu appelles justement des initiatives citoyennes? Je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses. Il y a eu un couvre-feu à cause peut-être d'un élément tragique. Il y a eu un meurtre lors d'un de ces festivals au parc Gilson, à cause des problèmes de sécurité dans la ville, probablement, ce couvre-feu. Donc les cafetiers sont tenus de commencer la fermeture à 1h30. Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Et donc, ces festivals, Power Festival, Center Rock ou le Balthazar, à mon avis, on leur a mis des bâtons dans les roues, quoi. On leur a un peu cassé les pattes. Et je ne sais pas si c'est sous couvert de nuisances sonores ou d'insalubrité, je ne sais pas. Je pose la question aux autorités, en fait, parce que je pense que c'est dur pour les cafetiers aussi, aujourd'hui, dans ce monde moderne, de développer, d'insonoriser leur lieu. Ça coûte très cher, d'avoir une structure, une sono. On avait le Palace aussi à la Louvière et aujourd'hui il s'y passe plus rien. Où on voit qu'à Charleroi il y a l'Eden, le Rockrill, le Vector pour l'audiovisuel. À la Louvière je pense qu'on a plein d'espaces vides, on a des outils de dingue. On a le Jan Kelevich, le centre de la céramique, centre de la gravure. On a Bois du Luc, l'écomusée. On a le Palace, enfin j'en oublie certainement, mais pour moi il ne se passe plus grand-chose à part dans les arts plastiques et le théâtre qui a été enfin réhabilité. Mais même dans le théâtre, j'ai l'impression que c'est très limité, les programmations, ça ne répond qu'à une frange de la population, si tu veux. Pour la petite anecdote, le directeur du centre culturel m'a dit un jour, moi de mon mandat, il n'y aura jamais des gens comme Jean-Marie Bigard sur les planches du théâtre. Moi, je suis pour tout. Le populaire, l'alternatif, les artistes pour public plus averti, il en faut pour tous les goûts, pour la multiculturalité aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu... Enfin... C'est cloisonné, enfin pas cloisonné, mais il n'y a pas beaucoup de champs pour faire des possibles dans notre ville. C'est ça en fait. Donc si je comprends bien, il y a beaucoup de goûts qui ne sont pas assouvis par les productions de la ville. Ouais, les programmations. Bah oui, il suffit de faire la sortie des écoles. Aujourd'hui, la Louvière est une ville bien multiculturelle, on peut le dire. Moi, j'aurais aimé avoir 18 ans aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de cultures qui y habitent. Il suffit de faire les salles de sport aussi, les clubs de boxe et les différents lieux publics et d'essayer de récolter les aspirations des communautés formant la ville. Que ça soit des communautés étrangères ou communautés de groupes par discipline quelle qu'elle soit. Ok, donc pour toi, la ville devrait diversifier un petit peu plus ce qu'elle propose en termes de production culturelle. Ouais. Maintenant, je reviens quand même sur l'histoire des initiatives citoyennes. Est-ce que c'est pas non plus aux gens de proposer? Et si. Est-ce que... je sais pas, hein, moi je pose la question, est-ce qu'on a empêché les gens de faire? Je pense pas qu'on empêche les gens de faire, mais même moi, de mon point de vue, on utilise l'argent public issu de l'imposition sur tous les habitants, donc il faudrait répondre à toutes les aspirations des habitants, et donc des communautés formant la ville. Moi je trouve qu'aussi, avec le Parti socialiste actuel louviérois, on est dans ce logiciel gauchiste, comme je l'ai dit dans 2 vidéos dernièrement, qui n'ont pas fait plaisir à beaucoup de monde. Mais tout ce qui a trait au culte religieux, par exemple, on empêche, que ce soit dans le sport ou dans l'art, la musique. Les minorités, j'ai entendu des sacrées histoires par rapport au milieu des graveurs. Je pense au gospel, par exemple, qui est à l'église adventiste. J'ai appris que des jeunes apprenaient la musique aussi à l'église adventiste. Et le gospel, c'est comme Alléluia, Ave Maria dans le classique. Enfin, ça fait partie du patrimoine culturel, musical. On aime bien Beyoncé, on aime bien Christina Aguilera, on aime bien tous ces artistes américains. Et aux États-Unis, on apprend la musique où? Par l'église et le gospel, dans la majorité des cas, pour ceux qui ne vont pas dans des académies
ou des écoles privées de musique, quoi. Et donc, si je comprends bien, donc la commune devrait approcher ces gens-là pour leur proposer de participer à des productions culturelles. C'est eux qui prônent aussi la multiculturalité, qu'ils le fassent jusqu'au bout. Au fait de Wallonie, au fait de la musique à la braderie, j'ai jamais vu ces orchestres-là se diffuser, se jouer en live, et alors qu'ils existent. Enfin, le hip-hop est sous-représenté. Aujourd'hui, il n'y a plus de rock aussi, on peut le dire. Bien avant le Covid, il y avait la Taverne du Théâtre, il y avait... Au Palace, il fut un temps, il y avait des concerts, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien dans notre ville. Ok. Donc, j'ai vu les vidéos auxquelles tu fais allusion, dans lesquelles tu es quand même assez remonté contre les dirigeants de la ville de La Louvière. Mm-hmm. Donc, si on résume, ce que tu reproches donc à ces gens-là, c'est de... Tu me dis si je me trompe, hein. Mm-hmm. Donc, c'est de ne pas... respecter la diversité de la ville dans la manière dont il gère le budget de la culture. Voilà. C'est ça. Mon opinion est que il y a beaucoup d'argent public, c'est que des subventions qui sont investies dans ces choses-là, et on focalise, on privilégie ces deux grosses institutions qui sont centrales et Décrocher la Lune, qui prennent tout le pognon en fait. Et quelque part, ça empêche les possibles. Je l'ai vu avec Africa Louvre, où on devait se contenter d'un maigre budget de 5 000 €. Maximilien, celui qui a la responsabilité de ce festival, avait été voir dans le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour aller voir où on pouvait aller chercher de l'argent. Donc Maximilien à Tangana, qui a organisé donc le festival... Depuis quelques années qui s'en occupe, oui. Africa Louvre. Ce qui montre bien quand même, mais bon, là c'est une démarche, une initiative citoyenne, comme tu dis. Voilà, d'une personne qui a voulu organiser un festival donc, qui touche la communauté africaine. Ça n'a pas été empêché, en tout cas. Non. Mais c'est une coproduction avec la commune, c'est la commune qui gère aussi. Mais quand tu vois, du coup, on doit se contenter par rapport au budget faramineux de Centrale, 2 500 000 € par an de subsides pour Centrale, qui ne répond qu'aux aspirations de leur petit groupe, un peu élitiste, si je peux le dire. Donc, Centrale, qu'est-ce que tu reproches, par exemple, à Centrale dans leur programmation, par exemple, dans leur production ? Qu'ils restent centrés sur soit leur militantisme propre à eux, exacerbé, toutes ces propagandes qu'on vit dans notre société du spectacle aujourd'hui, qu'est la vie, le globalisme et tout ça. Ça ne tient qu'à moi, mais ils ne sont pas du tout dans le game. On est en 2021, il faudrait avancer. Un manque d'un pôle audiovisuel aussi, d'utiliser d'autres disciplines. La cuisine, c'est de la culture aussi, pour la rencontre entre les communautés, pour apprendre de l'autre, favoriser les échanges. Quoi d'autre ? Le budget faramineux, on est en crise, 2 500 000 €, c'est beaucoup, et faire un déficit de moins 289 000 € pour 2018, je trouve ça assez indécent. Là où, moi, personnellement, je vois qu'à la Louvière, il y a beaucoup de misère. Ok, on viendra à ça après. Parce que tu as parlé de Centrale, tu as parlé de Décrocher la Lune. Décrocher la Lune, c'est 1 million d'euros, voire plus. Ça ne fédère que les familles des bénévoles, des danseurs, danseuses qui y participent. Moi, au dernier Décrocher la Lune, j'ai pas vu plus de 5000 personnes autour du spectacle. C'est plus les grandes années Dragon, là, c'est la commune qui gère, Décrocher la Lune. Et ça coûte beaucoup trop d'argent. Et ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que ça empêche d'autres possibles, de projets alternatifs. Moi, j'ai déposé plusieurs dossiers à la ville et à monsieur le bourgmestre, même en m'inspirant des fêtes de Gand, par exemple, des Lockers of Feesten, des pôles audiovisuels qui existent ailleurs, le Trix d'Anvers, qui est une structure comparable à les studios de Bracny, mais on est très loin du compte.
Et je ne comprends pas ce qu'ils font de cet argent, parce que c'est des sommes colossales. Et aujourd'hui, on en arrivera au point suivant. Avec toute cette misère, je trouve qu'il faudrait avoir un sens des priorités et donner la parole à tous aussi, surtout. Vu Okay. que... Donc pour clôturer sur la question de la culture et de la gestion de la culture à la Louvière, on donne trop à Centrale et à Décrocher la Lune. Selon moi. Et on pourrait utiliser cet argent pour autre chose. Maintenant, Décrocher la Lune, ça a quand même été une grande vitrine pour la ville. Peut-être que ça s'est un peu essoufflé. Moi, je suis pas pour supprimer. Je veux pas détruire Décrocher la Lune. Par exemple, si on faisait comme les fêtes de Gand, Décrocher la Lune serait le spectacle d'ouverture. Et on pourrait profiter des plateaux que Décrocher la Lune, dont Décrocher la Lune nécessite, qui coûtent un bras, et les réutiliser les jours suivants pour des plateaux, pour des concerts et d'autres événements culturels, quoi, pour que ça profite à tous. Okay, et faire profiter d'autres ASBL de la ville aussi, comme Center Rock, c'était une ASBL, Power Festival, tout ça. À Gand, c'est quand même 124 ASBL qui se fédèrent, il y a des ponts entre les institutions, et je trouve qu'à la Louvière, il y a peut-être un manque de synergie entre toutes nos institutions, de l'associatif, socio-culturel, etc. quoi. Ok. Bah, moi, personnellement, si je devais... Maintenant, moi, Décrocher la Lune ne me dérange pas du tout. La seule petite chose, c'est le côté ressasser tout le temps, le passé industriel de la Louvière, que il me semble qu'il y a un petit peu de temps de regarder vers le futur. Voilà, je pense à ça souvent aussi. Il faut aller vers de l'avant. Il faut aller de l'avant à la Louvière, parce qu'aujourd'hui, on nous enferme toujours dans une infantilisation, un assistanat, vers quelque chose de gris, de la pleurniche, du terne. C'est toujours ressasser les désastres post-industriels, donc de Royal Bock ou du Ferco, anciennement Boel, et ne pas parler du positif, des entrepreneurs par exemple aussi, qui font des très bonnes choses, des gens qui sont générateurs d'emplois, des gens qui font. Et on est toujours dans ce... Tu vois, Décrocher la Lune, c'est Le Borgne qui était le narrateur au dernier Décrocher la Lune. Il avait cette voix comme ça, ténébreuse. Il faisait peur aux enfants, quoi. C'était orwellien, c'était Big Brother qui parle, toujours vous allez pleurnicher maintenant. Toujours commémorer le négatif, le passé, le lourd passé. Moi, je pense que la Louvière a besoin d'aller de l'avant. Le passé industriel, il est révolu, c'est terminé, il est temps de se réinventer. On va pas continuer à pleurnicher, à se regarder, à regarder en arrière pendant encore. À être gueulanteur, à regarder nos chaussures. Ouais, c'est la misère, mais putain, il faut aller de l'avant. Exactement. Et montrer les forces vives de la Louvière, le positif, quoi. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, imaginons que tu aies le pouvoir demain. Quelles sont les premières choses que tu changerais à la Louvière ? Un sens des priorités, une meilleure gestion de l'argent public. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est de voir autant de SDF, le nombre grandit. Et je crois que ça fait partie des priorités. Parce que investir autant d'argent dans la culture, je ne pense pas que ça donne des perspectives d'avenir à... Je vais parler d'une quinzaine, mais ils sont bien plus nombreux, les SDF qu'on peut voir devant le Carrefour, le Deleuze et tout ça. Pour une ville dirigée par un parti socialiste qui, selon moi, vit la vie de château, moi je trouve que on est dans l'inversion totale des valeurs, quoi. Et aussi la mobilité. Les commerces sont en train de crever, on parle de ce problème de la strada, ils empêchent des parkings qu'il y avait avant sur les 2 places du centre névralgique. On est des vaches à lait aujourd'hui, on est là juste pour payer, et du coup, les gens, ils vont où ? Ils vont au Cora, ils vont au Grand Pré, ils vont ailleurs, et nos commerçants se meurent, quoi. Ça, c'est les premières choses que je changerais, la mobilité. Nos places aussi, elles ont été créées pour l'opéra urbain, hein. Il n'y a pas d'arbres sur nos places, parce que ça doit être modulable pour l'opéra urbain. Les pierres de Chine, les pierres bleues, elles viennent de Chine, elles ne viennent pas des carrières d'Écosine, donc...
Quand ça les chante, ils parlent il faut favoriser le local, mais dans les faits, ils sont pas très local, hein, nos dirigeants du parti d'idées solidaires. Tu vois ? Moi, c'est toutes ces choses-là que je changerais. Et donner la parole à tous aussi, on n'est pas souvent consulté pour les questions de la vie publique. Un autre exemple. Les baffles qui sont dans les rues commerçantes et sur l'école du centre, qui diffusent du radiocontact. On a demandé aux gens, ils ont voté pour ça. Qui a voulu avoir radiocontact ? On est déjà pollué par plein de bruits sonores dans le quotidien. On ne peut pas reposer nos oreilles même quand on se balade dans le centre-ville, quoi. C'est ce brouhaha. Enfin, même à la sortie des écoles, quand j'entends radiocontact un mercredi à midi et que je vois les parents d'élèves qui viennent chercher leurs élèves et cette radiocontact qui va à fond, je me dis, c'est par raccord avec l'enseignement, l'élévation. Parce que radiocontact, ça n'élève pas. Enfin, ça ne tient qu'à moi de dire ça, mais... Moi, je me demande, est-ce qu'on consulte les gens ? Qui a voté pour ça ? Maintenant, l'histoire des parkings, ouais. On a demandé notre avis. Concernant les parkings, je pense que c'est pas propre à la Louvière. Il y a cette logique qui veut que l'on chasse la voiture des centres-villes pour plus de convivialité. On est quand même en droit de se demander si c'est efficace ou pas. Ah ben là, on a les preuves, hein. Ça l'est pas. Le problème, c'est ce système de racket. Avant, c'était un racket d'État. Aujourd'hui, ils ont sous-traité le racket avec une multinationale, mais qui verse son billet quand même à la commune à la fin de l'année ou la fin du mois, je ne sais pas. Ben, moi, je ne sais pas non plus. Mais c'est du racket. Moi, c'est quoi la force productive ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Est-ce qu'il y a un service qui est rendu ? Est-ce qu'il y a une création de produits ? Non, ils font de l'argent avec du vent. Je ne comprends pas. C'est comme les taxes. Hein. Moi, je suis contre tout ce système de surtaxation. Je suis d'accord, on doit payer des taxes pour faire vivre peut-être la ville. Mais là, on est des vaches à lait plus qu'autre chose, quoi. Ok, maintenant, bon, pour me faire l'avocat du diable, enfin non, je ne vais pas dire l'avocat du diable, c'est mal perçu, mais l'équipe qui est aux commandes de la ville de la Louvière, ben, elle est reconduite haut la main, élection après élection. Hein. Donc les gens votent pour ces gens-là. Hein. Donc c'est que les gens sont d'accord quelque part. Ben, je pense que plus on avance, moins ils seront dupes. Tu comprends ? Je pense qu'il y a un certain populisme et clientélisme de la part de ces gens-là. Et c'est triste. Moi, j'aimerais bien voir une autre couleur politique. Je suis apolitique. Hein. À la base, moi, je suis contre tous les partis. Enfin, ceux qui me connaissent le savent bien. Je fais la pub d'aucun parti. Mais j'aimerais bien voir autre chose juste pour essayer, voir si on se trompe en disant ça, par exemple, tu vois. J'aimerais bien avoir une autre couleur politique, déjà, parce que... Bon, moi, je suis un vilain petit canard aujourd'hui, vu que je l'ouvre, je suis une grande gueule. Ces gens-là vont pas me donner l'occasion de pouvoir travailler et d'apporter des solutions, malgré tous les dossiers que j'ai remis entre leurs mains, tu vois. Donc mon seul espoir à moi, c'est de voir une autre couleur politique être au pouvoir, et peut-être que nous aurons voix au chapitre. Quel dossier, en fait ? De quel dossier tu parles ? J'ai fait un dossier qui s'appelle Redynamisation et remodélisation pour la gestion culturelle en région du Centre, où je parlais notamment d'une réhabilitation du palace, de création de pôles audiovisuels et de la création d'un événement majeur que j'ai baptisé les Wolf Days, où j'aurais mis décrocher la lune en ouverture, un peu comme les fêtes de Gand, j'en parlais tout à l'heure, et Lokkersfeesten. On commencerait 5 jours la première année comme test, voire 10 jours, ça serait un carnaval de 10 jours bis, sans voler enfin, je laisse le carnaval où il est, et sans leur faire concurrence, mais pour qu'il y ait des retombées économiques, pour que tout le monde en profite, que toutes les forces vives de la région aient un lieu d'expression, l'occasion de se diffuser, se promouvoir, et pas laisser toujours les mêmes
avoir l'occasion de se produire, quoi. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là. J'ai oublié de dire tout à l'heure, le gros problème de décrocher la Lune et tous ces trucs-là, c'est les déficits et l'absence de retombées économiques. Qui en profite? À part quelques animateurs socioculturels, des ateliers lunaires, enfin des compagnies lunaires, à part les 2-3 tournésiens, on dit que c'est un truc de Louviérois. Moi, je vois pas que c'est un truc de Louviérois. Et Centrale, c'est pareil, quand tu vois les chiffres désastreux, sur 2 500 000 euros par an. Et il faudrait demander aux cafetiers s'ils en profitent réellement, comme au carnaval. Là, ils en profitent, les cafetiers, tu vois. Ok. D'accord. Non, mais je veux rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que tu ne fais pas que râler, que tu as proposé quelque chose. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ce que tu as proposé est réalisable et qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Mais je vais même pas parler de moi, je vais même pas le citer. Quelqu'un qui travaille pour Center Rock, il m'a dit, nous, ton idée des Wolf Days, on l'avait proposée aussi avant, mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas bloquer les rues de la ville. Et moi, je me dis, ah bon? Et pour décrocher la Lune, on peut bloquer les rues de la ville? Tu vois, je comprends pas. Il y a des possibles. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu as eu comme réponse quand tu as introduit ton dossier? À qui tu as proposé ton dossier? Bon, en gros, à monsieur le bourgmestre et l'ex-échevine de la culture, ils m'ont dit, ah, très bonnes idées, il serait bien que tu vois le directeur du centre culturel, que déjà tu lui proposes un événement pilote dans le Palace. Moi, je suis désolé, c'est comme si je devais encore faire mes preuves. Je t'ai parlé de hip-hop international tout à l'heure. On a eu des sommes colossales entre les mains. On a fait 950 préventes sold out. Eux, ils font pas de sold out au Palace ou au théâtre. Ils font des déficits. Et moi, on me dit que je dois faire mes preuves dans ma ville. Alors, vous avez entendu mon parcours. Je pense pas devoir faire mes preuves en termes de coordination ou production d'événements. Et alors, quand on me dit « fais un événement pilote au Palace », ça m'a révolté parce que je leur avais expliqué la problématique de notre ville. Le Palace, il est vide. Il n'y a pas de sono, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plateau. Donc une ASBL qui veut créer un événement au Palace pour te dire que c'est impossible, avant d'ouvrir les portes, tu es déjà à moins, je vais être gentil, minimum moins 2500 euros. Pourquoi? Parce que tu dois louer une sono, tu dois louer un bar, tu dois louer un vestiaire, tu dois louer des lumières. C'est quoi ça pour une salle? Donc tu vas aller louer une salle et il n'y a pas d'outils dans cette salle. Mais pourquoi donc ils te proposaient de faire de faire mes preuves avant qu'on puisse me faire confiance. De faire un projet pilote au Palace. Oui, j'ai compris, mais sans budget ou avec un budget? Si, ils auraient alloué un budget, mais moi c'est dur de créer un événement et de faire mes preuves quand je dois, dans une salle digne de ce nom, un outil d'une infrastructure louviéroise qui est censé avoir une sono, qui est censé avoir les outils nécessaires pour produire un événement quel qu'il soit. Mais si, moi je te parle même pas de mon cas, je te parle parce qu'ils disent qu'ils mettent en location ces salles. Mais une ASBL, une organisation citoyenne, elle veut avoir accès à ça, elle va payer une location. Mais je t'explique que le coût avant d'ouvrir la billetterie, on est déjà en négatif. C'est pas comme ça qu'on fait dans d'autres villes. Ça bloque de ce côté-là. Alors, moi j'ai tout mis sur papier, j'ai timelineisé, j'ai budgétisé presque, tu vois. Je parle de partenaires, de privés, de gros blockbusters. On a un soir à Binche aussi qui fait le Ronquière, une ASBL. On pourrait s'associer avec eux, donc le Ronquière Festival, Live Nation. Et est-ce que tu leur as fait part de ça, de ce qui te bloquait dans l'idée d'organiser un projet pilote au Palace, que finalement, donc si je comprends bien, c'est que la ville devrait investir dans du matériel fonctionnel fixe au Palace. Ouais, parce qu'en gros, avec votre argent public, ce qu'ils font, sur une année, quand ça tournait un peu, le Palace, ils louent. Et le calcul est simple. Imaginez, j'invente, 50 événements au Palace dans l'année 2018. S'il faut louer 50 fois à de la sous-traitance, une sono, des lumières, des plateaux, un bar, un vestiaire. Moi, je vous dis qu'acheter une bonne fois pour toutes un système fixe, vous me donnez 35 000 euros, c'est fait. Eux, ils préfèrent claquer plus de 100 000 euros, je sais pas, c'est peut-être 200 000 euros l'année en frais de location. Et c'est avec notre argent.
c'est ça le sens des priorités, faire des économies, utiliser l'argent à bon escient, avoir une bonne gestion pour faire ce qu'on appelle le break-even. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à ça? Rien, ils font un peu la sourde oreille. Je l'ai dit à Madame Léonie, les chevines, je suis d'accord, mais le problème, c'est que si tu me proposes, je l'ai déjà dit à Monsieur Thirion, de faire un événement au Palace, j'ai toute cette problématique-là, j'ai pas eu de réponse. Ils me voient comme un vilain petit canard ou un râleur, alors que putain, moi je suis professionnel, je suis sérieux, tu vois, je suis pas là pour le plaisir de casser du sucre sur ces gens, quoi. C'est l'argent public, c'est les citoyens qui devraient s'indigner, c'est pas moi, hein, c'est leur argent, hein. Tu vois? Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, mon but, c'est que tu puisses justement aller... Tu donnes la parole aux citoyens, c'est génial. Au bout de ta pensée, quoi. Et les questions que je me pose aussi, bah, je te les pose. Après, voilà, on en est là. C'est très chouette. Donc, est-ce que tu te vois vivre ailleurs qu'à la Louvière, tu vois? Et si oui, Oui. Oui, si c'est en Europe, j'affectionne le Portugal parce qu'ils ont une fiscalité beaucoup plus basse, il fait bleu, il fait pas gris. Beaucoup de producteurs et de gens issus du milieu artistique y vont en ce moment. Je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, il faut avoir un sacré réseau là-bas aussi. Ou la Suisse, mais ça c'est mes aspirations personnelles. La France, j'aime bien, mais plus une mise au vert. Et les États-Unis, j'avais essayé, mais bon, à 40 ans, c'est plus difficile de changer de vie, je vais dire. Parce qu'on pense dans 25 ans, il faut mettre de l'argent de côté pour sa retraite aussi. Et les États-Unis, c'est un autre paradigme, c'est très difficile là-bas. Il faut presque 2 métiers. Il faut avoir de l'argent de côté aussi avant, ce que je n'ai pas en ce moment. Le Canada, j'aime bien aussi. Et si tu quittais la Louvière, justement, qu'est-ce qui te manquerait, en fait? Bah, les gens, j'aime bien les gens, leur temporalité, leur simplicité, leur humour, leur dérision, le côté chaleureux du Louviérois quand même, il faut le dire. Quand on sort au carnaval, quand on se paye des tournées à Bruxelles, c'est pas pareil. C'est très rare qu'on m'ait payé des tournées à Bruxelles. Et nous, les gens de province, les gens de la Louvière, tout ça, que t'as 3 chopes en main, t'es entre amis, tu croises un autre ami, ah, qu'est-ce que tu bois? Ben non, j'ai déjà 3 chopes. Bah, au final, tu te dis, bon, il n'y a plus école, hop, tu reprends une chope en plus, puis 2. Enfin, c'est très convivial et on a une autodérision aussi. Enfin, moi, je suis enraciné louviérois. J'ai le mythe du loup, j'ai le sang, le marbre, je sais plus comment on dit. J'attends une louve alpha à la Louvière, tu vois, parce qu'on manque de ça, un loup alpha. On dit souvent le loup alpha, mais l'alpha, il est féminin dans la meute du loup. J'aimerais bien voir le prochain bourgmestre, peut-être une femme, une louve alpha, qui connaît toutes les temporalités de la ville, qui a une vision, un projet dans le paradigme de notre temps. Donc je rigole en disant il faut que ça soit une femme, mais quelqu'un qui ait une connaissance des temporalités et de l'histoire de la Louvière et des gros enjeux. On parlait d'aller vers l'avant. Pour moi, moi j'ai envie d'avoir un message d'espoir en venant ici et pas être dans le négatif justement. Et on a besoin de ça, de quelqu'un qui a un projet, une vision dans le paradigme de notre époque pour élever la conscience citoyenne et élever les Louviérois à autre chose. Et sauver les commerçants aussi, avoir un autre sens des priorités. Mais justement, en parlant de sauver les commerçants, on va parler un petit peu de la situation de la crise sanitaire, la fameuse crise sanitaire. Donc toi, en tant qu'artiste, tu as été évidemment fort affecté par les mesures de restriction. Mais d'abord, comment est-ce que tu as vécu tout ça, ces confinements? Tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure que le confinement a commencé avec ton anniversaire, donc c'est déjà singulier. Et quel regard tu portes en fait sur cette histoire? D'un point de vue national, voire européen, parce qu'en France c'est pareil,
Moi, je déplore ce deux poids, deux mesures, en fait, qu'on empêche les coiffeurs de bosser. Je t'en parlais tout à l'heure en off, j'ai été voir mon dentiste. Le dentiste, c'est pas risqué. Le mec, il doit désinfecter entre chaque patient. Bon, il voit moins de patients sur une journée, vu qu'il doit désinfecter pendant 15 minutes entre deux patients. Je vois les halls de gare remplis, je vois les halls... les City 2, c'est quoi, Ville 2 à Charleroi, c'est ça? Les centres commerciaux, quoi. Ouais, devant Primark, j'ai vu les vidéos comme tout le monde sur Internet, certaines manifestations à Nice, où il y a un DJ qui joue aussi. Quand c'est pour les politiques, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les avions, les trams, tous comme des sardines, et on fait payer les coiffeurs, les non-essentiels, les comédiens, les musiciens, les artistes qui peuvent plus se diffuser, se produire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je lui dis, il y a quelque chose derrière tout ça, sans filer dans le complot, quoi. Je sais bien qu'aujourd'hui, les gens sont friands de tout ce qui pourrait alimenter la complosphère, mais ça aussi, ça me dérange. Je ne comprends pas, en fait. J'ai l'impression que c'est... Non, on va revenir sur l'histoire de la complosphère, Ouais. Mais en tant qu'artiste, est-ce que vous J'en perds avez... mon pantalon. En tant qu'artiste, est-ce que tu as reçu une aide ou Non. un soutien ou quoi que ce soit? Rien du tout, rien, pas un peanut, rien du tout. Ah ouais, un truc qui concerne les Louviérois, cette idée de... Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est nous proposer de déposer un projet pour tenter d'avoir 2500 € pour finaliser un projet. Et c'est un jury qui décide. Bon, je vais pas parler du jury. Mais quand on est artiste, plasticien, sculpteur, comédien, peintre, musicien, 2500 balles, il n'y a rien qui finit dans notre poche pour payer nos factures, pour bouffer, pour payer nos loyers, nos crédits, etc., quoi. Donc, je l'ai dit dans une de mes vidéos d'ailleurs, moi je trouve que c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est un cache-misère, et c'est donner une raison d'exister à nos dirigeants ou aux structures publiques de lieux d'expression, justement, qui appartiennent à l'État et justifier le boulot de ses fonctionnaires, plus qu'autre chose, plus que nous sauver, nous. Parce que là, moi, je préférais qu'ils me donnent 2000 € en ce moment pour manger, quoi. Tu vois? Parce que créer en ce moment, c'est dur. C'est anxiogène. Là, ok, c'est dur. La question de l'argent, bon, on en a besoin. Hein. Faut bien manger. Je peux pas aller travailler dans un bar. Je peux pas aller. On peut pas aider des agriculteurs à cueillir des patates en ce moment. C'est pas la saison, tu vois. Je peux pas aller travailler dans un resto à mi-temps. Et qu'est-ce qui me reste? Je vais aller travailler chez Bipost ou chez Amazon en attendant que l'art revienne. Je ne sais pas, j'ai pas la solution. Non, mais j'entends bien. Hein, l'argent, comme je dis, on en a besoin pour vivre. Maintenant, on vit quand même quelque chose de très particulier. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu imaginer vivre une chose pareille. Moi non plus. Tout à l'heure, tu as parlé de complosphère. Donc ici, moi, je fais allusion à la crise sanitaire, mais je fais aussi surtout allusion à la propagande à laquelle on est soumis. On voit bien chez les médias principaux, les médias établis, la TV, les grands journaux, etc. Il y a un discours unique, il y a peu de place pour le débat, et c'est comme ça, et on accepte et on se tait. Est-ce que c'est pas justement un terreau fertile pour les artistes? Est-ce que c'est pas le rôle des artistes de témoigner justement à travers la création de cette époque très particulière que l'on vit? Est-ce que c'est pas justement, malgré, donc je dis, j'entends bien les difficultés financières, est-ce que c'est pas justement une situation qui est inspirante pour les artistes? Si, justement, mais en utilisant la création et sans l'utiliser, en utilisant l'aura dont jouissent certains artistes connus, on les entend pas beaucoup parler, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans le placement de produits, justement, et dans... Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, parce que voilà, si on s'écarte de la pensée dominante, justement, on n'est plus invité sur les plateaux télé ou promotionné dans la presse mainstream, tu vois.
Donc se manifester dans ce monde moderne, c'est de plus en plus dur. Il n'y a plus de balavoine, il n'y a plus de Coluche, il n'y a plus de Brel qui ouvrent leur grande gueule à contre-courant de ce qu'on essaye de nous faire rentrer dans la propagande bue à grande gorgée par beaucoup, quoi. Enfin, moi, je suis triste, en fait, si je peux les appeler mes collègues. J'ai pas la prétention d'être un artiste, je suis pas connu, je suis pas balavoine, je suis pas Coluche, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais on vit une crise et j'aimerais bien voir des sentinelles du peuple, comme, au même titre que les journalistes subventionnés, on ne les entend pas beaucoup. Ils sont tous muselés ou alors ils doivent être raccords à ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Parce que notre société, elle évolue très vite. Et moi, je trouve qu'on devrait laisser libre champ à des nouvelles idéologies, même, à des nouveaux modes de pensée, à des nouvelles solutions auxquelles des solutions qu'on n'a jamais essayées. Quelque part. C'est ça qui me dérange. Et si je veux pas... oui, moi je te dis personnellement, je suis pas en dépression, bien que je l'ai frotté de tout près, mais c'est dur quoi, de créer quand t'as faim, quand t'as mal, quand tu peux pas t'exprimer, quand tu vois toute cette société à la ramasse, le flot d'informations dont on est submergé aussi, c'est anxiogène. Ça va dans tous les sens, tu t'en prends de tous les côtés. Et avec les réseaux sociaux aussi, si tu es énergivore, tu perds beaucoup de temps aussi à répondre, à participer, à commenter. C'est plus comme à l'époque, quoi. J'aimerais bien être dans une cabane au milieu d'une forêt et faire de la musique en ce moment, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche? J'ai plus de thunes, je dois payer mes loyers, je dois m'occuper aussi de potes et de la famille, tu vois. Je compte mes sous. Si j'avais les moyens, ouais, je loue une cabane dans la montagne et je produis de la musique 10 heures par jour. Mais je vais pas dire ce que je fais, je vais pas dire que je travaille en blague, quoi. Je vais avoir le nem sur la gueule, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre aujourd'hui, à part aller faire colis shop ou aller travailler pour Amazon? Moi, je préfère aller travailler dans un bar du coin, ou comme je l'ai fait quand j'étais plus jeune et que je gagnais pas pleinement ma vie dans la musique. Je sais pas, en fait, j'ai pas de réponse vraiment à ta question par rapport à... C'est vrai que si on prend Nirvana, Kurt Cobain, ce groupe est né d'une révolution industrielle qu'il y avait à Seattle aussi. Ils vivaient une misère incommensurable. Donc, très similaire à notre région. Même et à Charleroi. Même au niveau du climat, au niveau du ciel gris. Donc les gens, les artistes, les créateurs, on va dire, ont du coup un sac lourd de mots et des choses à dire. C'est ce que je voulais dire en fait. Et ils vont l'exprimer dans leur peinture, dans leur musique, etc. Mais aujourd'hui, moi je te l'avoue, j'ai pas touché autant mon ordi pour de la production ou mon instrument que d'habitude, parce que je suis déprimé. Je suis déprimé, j'ai pas de honte à le dire et c'est dur quoi. Alors on regarde des séries, on essaie de se vider la tête, on essaie de voir autre chose que ce flot d'informations. Oui, se vider la tête, prendre peut-être un peu de recul par rapport à la situation, qui est simple pour personne de toute façon. On est tous dans le même bateau. Ouais. J'ai eu un commentaire que j'aimerais bien dire sans essayer de m'écarter trop du sujet. Un restaurateur qui avait un restaurant ici à la Louvière, lui il a la chance, il travaille à la brasserie Binchoise. Il m'a dit, nous les Binchoux, on a eu de la chance, on a eu notre carnaval. Donc ils ont su avoir leur rentrée d'argent, leur bénéfice l'année passée, là où la Louvière n'a pas eu son carnaval. Donc il y a eu un manque à gagner considérable dans nos commerces et nos cafés et nos restaurants. Donc c'est encore plus dur pour les Louviérois que pour les Binchoux, issus de l'Oreca, quoi. C'est te dire, voilà, donc j'aimerais pas être dans la peau d'un indépendant qui développe son restaurant. On a un ami commun d'ailleurs qui a ouvert son resto pas longtemps avant le début du premier confinement. Petite pensée à lui, quoi, le Blue Note. Le Blue Note, ouais. Et c'est triste ce qui se passe. Ça casse un peu
des énergies positives, des gens pleins d'entrain. Après, il faut aussi saluer la manière dont beaucoup de gens s'adaptent et rebondissent en e-commerce ou en... Voilà, en proposant les plats à emporter, en proposant des choses comme ça. Et ça montre quand même qu'il y a de la ressource, qu'il y a des gens qui ne se laissent pas abattre. Ce n'est pas évidemment faisable pour tout le monde. Un coiffeur, comment peut-il s'adapter tout en restant dans la légalité, évidemment? Il doit sortir de la légalité, faire du domicile. Voilà, on force les gens à sortir de la légalité parce qu'il y a un moment, il faut nourrir sa famille quand même. Les artistes, c'est pas évident non plus, mais bon, on peut imaginer des choses, mais c'est pas évident, c'est clair. On n'est plus dans le plein emploi comme dans les années 70, les Golden 60s dans les années 60. Donc voilà, je sais pas. Moi, je sais pas quelle est la solution pour tout ça. Surtout pour les non-essentiels, quels qu'ils soient. On est tous dans le même bateau, de toute façon. Et moi, j'aimerais bien voir des synergies, voir des émulations de tous ces secteurs, qu'on se rassemble et qu'on essaie ensemble de trouver des solutions ou même de mettre nos points sur la table par rapport aux directives qui sont... Des fois, on se demande d'où ils nous sortent leurs grandes idées, quoi. Est-ce que ça va nous aider ou tout... Maintenant, donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut regarder de l'avant. Comment est-ce que tu envisages l'avenir, donc, que ce soit au niveau des restrictions, est-ce que tu les vois s'assouplir bientôt? Et sinon, que comptes-tu faire? Changer de métier s'il faut. Il y a un moment, si j'avais des enfants, ça serait peut-être déjà fait. Hein. Mais au niveau des restrictions, j'ai envie d'être positif. J'ai été voir mon endocrinologue hier, on a eu une super discussion. Elle pense qu'au mois de septembre, tout va petit à petit retrouver peut-être la normale qu'on a connue avant, quoi. Une fois qu'il y aura, je ne sais plus combien de pourcentage de gens vaccinés pour l'immunité collective et tout ça, l'avenir nous le dira, on ne le sait pas. Mais je trouve qu'il y a moyen de laisser les artistes bosser quand même. Ils ont été obligés de le faire en Espagne, en Russie, ça continue, les restos sont ouverts, les boîtes de nuit aussi, les gens se lavent les mains, mettent des masques. Et je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire ici, hein, vraiment. On est dans, je sais pas, la stratégie du choc, le choc psychologique. Moi, je veux pas être complotiste, j'ai l'impression qu'ils essayent de détruire les indépendants, en fait. Bah, tu l'as un petit peu quand même. Ouais, mais qu'est-ce qui ne dépend pas de l'État aujourd'hui? Non, mais qui nourrit l'État, c'est les indépendants. Je dis ça sous forme de boutade, mais voilà, maintenant, le problème, c'est qu'on est... L'État veut tout contrôler, il s'est immiscé dans notre quotidien et dans notre vie privée, dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui est indépendant de l'État? Les indépendants. C'est complotiste dire qu'ils sont en train de massacrer les indépendants? Je sais pas, moi, il faut réfléchir par soi-même aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui sort de ce que la RTV ou le soir nous explique, c'est complotiste. Voilà. Puisque qui sont ces îles qui voudraient tuer les indépendants et pourquoi donc? C'est pas toi qui m'as dit un jour, là c'est toi le complotiste. Un Van Rans, on en a un dans tous les pays. Hein. Pour réinstaurer la peur, et quand il prend son vilain pull, c'est qu'il va nous annoncer quelque chose de très méchant et qui va faire du mal à beaucoup de gens. Mais il faut vraiment qu'on se réforme. Ouais, non, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Le rôle que jouent ces fameux experts, ça c'est clair. Surtout, les scientifiques, on dit « Ouais, t'es pas scientifique ». Bill Gates, il est scientifique. Pourquoi il s'occupe de la vaccination et des semences en Afrique, tu vois, avec Monsanto? Les gens, des fois, j'ai envie de leur retourner leurs questions, tu vois. Et les scientifiques à qui on met une muselière ou qu'on aurait de l'ordre des médecins parce qu'ils sont pas raccord avec ce que nos experts disent. Je sais pas, il faut tout pour faire un monde. Moi, j'aime bien, avant de me faire mon propre avis, j'aime bien avoir plusieurs sons de cloche. Mais si on n'a plus qu'un son de cloche, comment on va faire?
toute la pensée va être uniformisée. C'est simplement ça le problème. Hein. Après, que le débat soit ouvert et que chacun puisse se faire ses opinions. Voilà. Pour dépasser les perspectives. Ouais. Et voilà, et ça, de toute façon, avoir un regard critique sur l'information, c'est quelque chose de sain en soi. Et après, évidemment, sombrer dans des théories farfelues. Voilà, ça aussi. Parce que ça nous arrange, parce qu'on trouve une explication complète à des problèmes qui sont plus complexes que cela, ça c'est un autre souci. Ça peut être taxé de complotiste, et de complotiste. C'est parce qu'on engendre la passion collective et non la raison collective. Et là, je pointe comme responsable les médias dominants. Ils engendrent la passion, ils nous mettent le focus sur un storytelling, puis sur un autre, alors qu'il y a des choses plus importantes à régler. Il y a ce problème-là aussi, donc on a besoin de raison. Il faut savoir raison, comment on dit, raison garder. Et c'est le problème. Et moi aussi, je peux être sujet à être épris de passion et d'émotion quand quelque chose nous claque à la gueule. Non, mais c'est clair. On a été donc soumis à... Surtout durant la première vague, on a été soumis à une information anxiogène, non-stop. Et contradictoire aussi d'un jour à l'autre. En plus. Donc on ne sait plus, non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Il y a de quoi perdre la boule, quoi. Il y a de quoi en tout cas se poser des questions sur le rôle que jouent ces gens-là aujourd'hui, parce que si c'est de nous informer, ils ne le font pas super bien. Non. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Pierrick. Non, j'ai juste souhaité bon courage à tout le monde. Et c'est quand l'amour, bon sang. Bon, en tout cas, merci pour cet entretien. Merci à toi. C'était un réel plaisir. Pour moi aussi. Tu seras toujours le bienvenu, quand tu veux. D'ailleurs, même les gens qui regardent cette vidéo, qui soient de la Louvière, de la région, qui se sentent concernés par cette ville, si quelqu'un a quelque chose à exprimer, qu'il nous fasse un petit coucou. Tout le monde est le bienvenu. Et j'ai une idée pour clôturer aussi, c'est une idée comme ça, hein. Lancer un appel à demander à tous ces gens qui ont quitté la Louvière pourquoi ils l'ont quitté. C'est une idée de sujet, quoi. Bien sûr, comme j'ai dit, les gens qui sont de cette ville ou les gens qui se sentent concernés par cette ville, tout le monde est le bienvenu. L'idée, c'est d'offrir la parole à un maximum et que toutes les opinions soient représentées, parce que j'ai aucun souci avec aucune opinion, et que c'est bien de représenter la diversité, justement. Merci, Pierrick. Merci à toi. Et à la prochaine sur Et bon Drapeau courage Blanc. à tous. Ciao.